Ils n'ont pas dit mon prénom. C'est la première chose que j'ai remarquée. Le message vocal a commencé avec la voix de ma mère, nette, comme si elle lisait un texte préparé. Bonjour, nous avons pris une décision. Nous restructurons Delcourt Métal. À effet immédiat, tu ne fais plus partie de l'entreprise. Tu seras contacté par notre avocat. Puis plus rien. Même pas un merci, même pas un Élise. Pourtant, mon prénom figurait partout. Sur les factures, les bilans comptables, les dossiers de refinancement. Mais pas dans ce message. Je l'ai réécouté, plus lentement, puis encore une fois, pour m'assurer qu'il n'y avait pas un second message. Quelque chose de plus humain, caché derrière le premier. Il n'y avait rien. Je m'appelle Élise Delcourt. J'ai 38 ans. Je travaille pour Delcourt Métal depuis mes 21 ans. 17 ans. 17 exercices fiscaux. 17 mois de décembre sans vacances complètes. C'est le nom de ma famille, celui de mon grand-père à l'origine. Mais c'est moi qui l'ai porté quand tout commençait à vaciller. Et maintenant, j'étais dehors. Pas avec une réunion, pas avec une explication. Avec un simple message vocal. Je suis restée assise dans ma cuisine à Nantes, ma tasse encore pleine de café, mais froide. Le ronronnement du frigo me paraissait plus fort que d'habitude. Ou alors, c'était le silence derrière ces mots qui semblait assourdissant. Mon père n'a pas parlé, mais je savais qu'il était là. J'ai entendu son souffle discret, juste après le mot avocat. Une ponctuation molle à leur décision. Il s'appelle Gérard Delcourt. Ma mère, c'est Madeleine. Ils ont repris l'entreprise ensemble après le décès de mon grand-père. Mais ce sont mes mains, mes heures, qui ont gardé l'engrenage en marche. Ils ont pris leur décision ensemble. J'aurais pu les rappeler, demander pourquoi, mendier une part de vérité. Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement ouvert mon ordinateur, retrouvé le fil de mail avec l'avocate que j'avais croisée à ce colloque en finance 2 ans plus tôt à Lyon. Dans mon message, je n'ai pas raconté. Je n'ai pas demandé conseil. J'ai juste écrit « C'est le moment ». Parlons option. Et j'ai cliqué sur « Envoyer ». La première fois que j'ai mis les pieds dans l'atelier de Delcourt Métal, j'avais 21 ans. Mes chaussures étaient trop neuves, mon tailleur trop strict. Un chef d'équipe m'avait lancé que je m'étais sûrement perdue sur le chemin d'un entretien bancaire. Il n'avait pas tort. Mais j'étais motivée, naïve et assez têtue pour apprendre. Mon grand-père, Auguste Delcourt, avait fondé l'entreprise en 1967 avec une seule machine à souder et une poignée de main. Il est mort peu après que j'ai fini mes études et l'entreprise a été transmise à mes parents. 50% à mon père, 30% à ma mère et 20% mis de côté pour mon frère aîné, Julien, le jour où il déciderait de rejoindre l'aventure. Il ne l'a jamais fait. Julien préférait les incubateurs de start-up et les bureaux partagés. Il disait que la métallurgie, c'était trop poussiéreux pour quelqu'un qui avait une vision. Il est parti à Toulouse, a échoué 3 fois en beauté, puis est revenu en Loire-Atlantique. Pas à l'atelier, bien sûr, directement au bureau de la stratégie d'innovation. Moi, je suis restée. J'ai commencé par les achats. Je suis passée par la paie. J'ai suivi des cours du soir pour comprendre la logistique, puis je suis devenue la personne qu'on appelait quand les chiffres ne collaient pas ou quand il fallait refaire les dossiers de prêt avant l'aube. On ne me disait jamais merci, mais on avait cessé de douter de ma légitimité. Ma mère disait aux gens que j'étais la fille des chiffres, comme si j'avais encore 12 ans et que je faisais ses comptes sur la nappe de la cuisine. Élise nous garde les pieds sur terre, riait-elle. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Et j'y croyais. J'ai vécu dans cette phrase pendant des années. Je l'ai portée comme une armure, jusqu'à cette année où j'ai hypothéqué ma maison pour payer les salaires après que 2 clients majeurs ont fait défaut. Je ne l'ai dit à personne. J'ai injecté les fonds via une société écran pour que ça ne ressemble pas à un acte de panique. Dans le rapport trimestriel, j'ai appelé ça « ajustement de trésorerie de stabilisation ». Le trimestre suivant, quand la situation s'est rétablie, j'ai entendu mon père dire à un administrateur « Julien a eu une bonne intuition sur cette stratégie de facturation. Fier de lui. » Julien n'avait pas ouvert un seul tableau Excel depuis des mois. J'ai encaissé comme toujours. Je me suis dit que l'essentiel, c'était que l'entreprise tienne debout. Pas qui recevait les lauriers. C'était ça mon rôle. Pas celle qu'on félicite dans les journaux, mais celle dont le nom figure sur le dossier urgence de l'armoire ignifugée. Avec le temps, tout a glissé. Lentement. Mon accès aux réunions de planification stratégique a commencé à disparaître. Ma mère disait que j'étais déjà trop chargée et que je devrais me concentrer sur ce que je sais bien faire.
Puis l'organigramme a été mis à jour. Mon nom n'y figurait plus. Je l'ai fait remarquer. Madeleine m'a souri, m'a touché le bras et a dit « Élise, voyons, tu sais qu'on t'estime. Ce n'est qu'un schéma, ne t'en fais pas. » C'était il y a 2 ans. 1 an plus tard, j'ai vu que ma photo avait disparu du site de l'entreprise. Sur la page « À propos », il y avait Gérard, fondateur, Madeleine, présidente, et Julien, responsable de la vision stratégique. Mais aucun directeur financier. Pas même une ligne pour la fonction. J'ai fait une capture d'écran, pas pour prouver quoi que ce soit. Juste parce qu'une partie de moi refusait d'y croire. J'étais devenu l'engrenage invisible, celui qu'on ne remarque que quand il casse. Et pourtant je suis restée. Parce qu'au fond du silence, j'espérais encore qu'un jour ils me verraient. Qu'ils se rappelleraient ce que j'avais fait pour eux. Que le sang, peut-être, signifiait encore quelque chose. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup, c'est ça, la cruauté de leur méthode. Ce n'était pas un licenciement, même pas une dispute, juste une érosion, un effacement lent, un dossier après l'autre, un accès supprimé par-ci, une discussion de groupe à laquelle je n'étais plus ajoutée. Je m'en suis rendu compte un matin en essayant de mettre à jour le planning fournisseur. La feuille de calcul que j'avais bâtie de 0 il y a 6 ans. Message, accès refusé. J'ai cru à un bug, j'ai envoyé un mail à Julien. Il a répondu « Ah oui, on a regroupé les opérations financières dans un autre workflow. Rien d'urgent. » J'ai demandé à être incluse. Je ne l'ai jamais été. Quelques semaines plus tard, mon badge ne m'a plus permis d'ouvrir la salle de réunion du 2e étage. Madeleine m'a dit que le système avait changé, qu'elle allait vérifier. Elle ne l'a jamais fait. Peu à peu, les rouages de l'entreprise ont continué à tourner sans moi. Plus vite, moins bien. Mais ça n'avait l'air de déranger personne. Puis est arrivé le pack annuel pour les actionnaires. Pour la première fois, il est arrivé tard. Par courrier, pas par mail. Et ma version était incomplète. Des tableaux absents, des chiffres reformulés, la langue plus douce, plus prospective. Je reconnaissais le style de Julien dans chaque phrase. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas les chiffres, c'était la signature. Madeleine, Gérard, Julien. 3 noms, pas 4. J'ai vérifié les documents officiels. Ma part était toujours là, 40%. Mais dans chaque mémo, chaque projet, chaque note interne, j'avais disparu. Et cette fois, il n'y avait même pas le ronron du frigo pour masquer le vide. Juste l'absence. Juste l'espace que j'occupais, devenu blanc. Ils ne m'ont pas expulsé. Ils m'ont rendu optionnel. Jusqu'à ce que je ne sois plus rien. J'ai pensé confronter Madeleine. Lui dire « Tu m'as dit un jour que j'étais la colle ». Mais c'est là que j'ai trouvé le PDF de l'avis de restructuration. Celui destiné au service juridique. Celui que je n'étais pas censée voir. Tout en bas, à côté des lignes de signature, j'ai lu « Initiative, Madeleine Delcourt, présidente, maire ». La même femme qui m'avait tenue dans ses bras quand j'ai pleuré un trimestre raté. La même qui disait « Élise, sans toi, on n'y arriverait pas ». C'est elle qui a signé le document disant « On n'a plus besoin de toi ». Je n'ai pas répondu. Ni au pack, ni au mémo de Julien, ni au message vocal. Que pouvais-je dire? Vous m'avez oublié? Non. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait effacé. Et c'est très différent. Pendant quelques jours, j'ai attendu. Par réflexe. Par habitude. Une part de moi espérait encore. Qu'on me rappelle. Qu'on me demande si j'allais bien. Qu'on me dise que c'était une erreur. Qu'ils allaient arranger ça. Personne ne l'a fait. Et c'est là que quelque chose a changé. Discrètement. Pas comme une tempête. Plutôt comme une porte qui se ferme dans le dos. Pas de bruit. Juste un changement d'air. J'ai rouvert le vieux fil Gmail, celui du colloque de Lyon. Une avocate spécialisée dans les transitions de capital dans les entreprises familiales. On avait échangé des cartes. J'avais gardé la sienne. Je lui ai écrit 5 lignes. Aucune émotion. Aucune histoire. Maître Lefebvre, je suis prête à explorer des options concernant mes 40% dans Delcourt Métal. Il y a eu des changements internes. Dites-moi quand nous pourrions échanger. Élise Delcourt. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Reçu. J'active notre cellule. Diligence discrète. Aucun signal. Cette phrase m'a marquée. Diligence discrète. Enfin, une langue que je comprenais. Pendant qu'il me restructurait hors du cadre, je préparais autre chose. Ce n'était pas de la vengeance. Pas même une quête de justice. Juste une sortie. Mais pas selon leurs termes. J'ai commencé à rassembler. Tous les relevés.
tous les mails, les transferts bancaires, les anciens QuickBooks, les sauvegardes, les prêts personnels non reconnus que j'avais faits pour passer des trimestres compliqués. Tout ce que j'avais accompli pour empêcher Delcourt Métal de s'effondrer. Toutes les contributions jamais mentionnées. Mes dossiers en étaient pleins. Des tableaux Excel, des PDF, des confirmations bancaires, des lignes de crédit garanties sur mes biens personnels. Je n'avais rien oublié. J'ai tout imprimé, étiqueté, classé par année, avec des intercalaires couleurs. Ça m'a pris plusieurs jours. Je travaillais la nuit, sous la lumière de ma lampe de bureau, avec le murmure constant de la pluie nantaise contre la fenêtre. Je n'étais pas en colère. J'étais exacte. Comme si, enfin, je faisais l'exercice de clôture. Pas pour eux. Pour moi. L'avocate, Maître Lefebvre, a tout lu. On a parlé de structure, de profil d'acquéreur, de modalités propres, discrètes, légales. Je n'en ai parlé à personne. Pas à mes amis, pas à mon assistante. Ils avaient réduit 17 ans de loyauté à un message de 14 secondes. Moi, j'allais transformer ce silence en coup. Nous ne nous sommes pas retrouvés dans un bureau vitré, mais dans un petit restaurant de banlieue à Vertou, loin du tumulte. Pas d'entête sur les documents, pas de dossier posé sur la table, juste du thé, des regards précis et une confirmation. Assis en face de moi, il y avait un homme discret, Daniel Moreau. Pull gris, voix calme, aucun discours préparé. Son entreprise rachetait des parts minoritaires dans des sociétés familiales en mutation. Ce qu'il appelait, lui, des turbulences de transition. Moi, j'appelais ça un abandon. Maître Lefebvre nous avait mis en relation. En silence, en droit, en précision. Daniel ne m'a pas demandé de critiquer ma famille. Il n'en avait pas besoin. Mes documents parlaient fresques pour moi. Les avances de trésorerie, les paies couvertes discrètement, les garanties croisées prises sur mes biens. Il a feuilleté le classeur avec soin. Intercalaire de couleurs, rapports annuels recoupés avec les chiffres du conseil. Vous étiez le fusible, a-t-il dit. Ils ont compté sur vous, jusqu'à ce qu'ils pensent ne plus en avoir besoin. Je n'ai rien répondu. J'ai regardé la vapeur monter de ma tasse. La semaine suivante, son cabinet a lancé son propre audit. Accès aux procès-verbaux, aux contrats de partenariat, aux baux d'équipement. La plupart étaient l'art public ou accessibles grâce à ma part. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas propre. Une ligne budgétaire, réinvestissement stratégique, menait à un échec d'implantation en Haute-Garonne. Un projet soutenu par Julien. Défendu par Madeleine, près de 850 000 € de pertes non signalées, dissimulées derrière des formules floues. Un autre rapport pointait des doublons dans des paiements à une agence de communication sans adresse physique. Une coquille vide, probablement. Une faveur. Ou pire, je n'ai pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il fallait. 2 semaines plus tard, l'accord d'achat était bouclé. Mes 40% ont été valorisés par un expert indépendant. Cession totale à l'entreprise de Daniel. Pas de conflit. Pas besoin de vote du conseil. Le pacte d'actionnaires, inchangé depuis 2016, ne prévoyait aucun droit de préférence. J'étais libre de vendre. Nous avons signé dans un petit cabinet neutre du centre-ville. Table en bois clair. Aucune citation encadrée. Aucun logo Delcourt. Juste des signatures. Et du silence. Une fois les fonds transférés, Maître Lefebvre a rédigé mon mémo de sortie. Je ne l'ai pas relu. J'ai préféré rouvrir le message vocal de Madeleine. Une dernière fois. Jusqu'au bout. Tu seras contacté par notre avocat. Il pensait que c'était une menace, une barrière, une fin. C'était une porte. J'ai archivé le message, puis j'ai envoyé un mail, court. Transfert final effectué. Toute correspondance future à adresser à mon conseil. Pas de formule de politesse, pas de signature affective, juste la fermeture. Et pour la première fois depuis 17 ans, j'ai fermé le dossier Delcourt sur mon bureau, sans enregistrer les modifications. Le premier appel est arrivé à 6h12. Je l'ai laissé sonner. J'ai coupé le son du deuxième. Le temps de finir mon café, j'avais 16 appels manqués. À midi, 47. Le lendemain matin, 72. Julien avait tout essayé. Mon portable, ma ligne pro, même le contact direct de Maître Lefebvre qu'elle a ignoré. Il a laissé des messages vocaux de plus en plus paniqués, de moins en moins cohérents. Le troisième jour, j'ai décroché. Pas par envie, par curiosité, pour entendre à quoi ressemblait la panique dans sa voix. Élise, tu dois revenir sur ta décision.
Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il haletait. On entendait des pas précipités sur du carrelage en fond sonore. Ils ont tout gelé, a-t-il lancé. L'investisseur, ton acheteur. Ils ont demandé un audit judiciaire. Ils passent tout au crible, un à un. J'ai laissé planer un silence. Puis, on dirait une diligence normale, Julien. Il a émis un bruit étranglé entre un rire nerveux et un hoquet. Tu ne saisis pas. Il remonte loin. Ils ont relevé les dossiers de Toulouse, les contrats fournisseurs, même les notes internes de restructuration de maman. Ils ont trouvé des écarts, Élise, des choses qui peuvent paraître graves. Ou qui sont graves, ai-je demandé calmement. Il n'a pas répondu. Tu dois nous aider, a-t-il supplié. Leur parler, leur dire que tout va bien, qu'on est clean. Je ne peux pas. Pourquoi? Je me suis adossée à mon siège. Parce que tu m'as dit que j'étais dehors. Il s'est tu. On m'a dit que je serais contactée par votre avocat, ai-je repris. C'est mon acheteur qui l'a été. Et maintenant, votre entreprise a un nouvel associé, qui pose des questions auxquelles je n'ai plus à répondre. Élise, sa voix s'est brisée. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Maman ne pensait pas que tu irais. Que j'irais quoi, Julien? Silence. Puis d'une voix à peine audible, que tu irais jusqu'à vendre. Pas comme ça. Pas à eux. J'ai attendu. Tu étais censé te battre pour rester, a-t-il soufflé. Et là, j'ai marqué un temps. Parce que, l'espace d'un instant, il m'a semblé sincère. Comme le gamin d'avant, celui avec qui je partageais des esquimaux dans la salle de pause, avant qu'on grandisse chacun de notre côté, dans des rôles qu'on n'avait pas choisis. Tu voulais que je me batte, dis-je, pour pouvoir être celui qui me pardonnerait d'avoir perdu. Il n'a rien nié. Tout était là. L'accord tacite. Le plan. Il me gommait. Et si je réagissais mal, colère, supplication, plainte, ils gardèrent le contrôle. Et si je me taisais, ils pensaient que je finirais par revenir. Mais je n'avais fait ni l'un ni l'autre. J'étais partie par la porte de service et je l'avais refermée derrière moi. Tu pourrais réparer ça, a-t-il insisté. Un simple coup de fil. Non, tu vas réparer. C'est toi qui as dit que je ne faisais pas partie des décisions. Eh bien maintenant, tu y es. Et j'ai raccroché. Il a rappelé. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, Maître Lefebvre m'a appelé. L'audit avait officiellement déclenché une enquête pour conformité. Mon nom apparaissait dans plusieurs anciens rapports, mais avait été effacé des versions récentes. L'exposition juridique était probable. En résumé, ils étaient en difficulté. Je n'ai ressenti ni joie, ni colère, juste un calme net, comme si je sortais enfin de la tempête dans laquelle j'avais vécu 17 ans sans m'en rendre compte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de Madeleine. Pas pour s'excuser. Une seule ligne. Peux-tu me voir, en privé? Sans avocat. Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé le mail, l'ai glissé dans un classeur étiqueté « Après ». Et tout s'est effondré. En silence. Pas avec fracas. Comme un immeuble qui s'écroule lentement quand la dernière poutre portante se détache. Je ne les ai pas bloqués. Inutile. Julien a cessé d'appeler une fois l'audit mentionné dans les réseaux professionnels locaux. Madeleine est passée au mail. Un par semaine. Toujours vague, toujours poli. Signé Maman. Gérard, lui, n'a jamais écrit. Tous les messages ont été transférés au cabinet de Maître Lefebvre. Son assistante juridique les traitait avec des réponses standards. Je ne voyais plus rien. Et c'était mieux ainsi. Une partie de moi s'attendait à ce que le silence me pèse. Comme un deuil. J'avais redouté cette douleur. Comme un second orage après le premier. Mais il n'est jamais venu. À la place, il y avait un espace que je n'avais pas connu depuis longtemps. Ce n'était pas de la solitude, ni de la tristesse. C'était de l'air. Du vrai. J'ai arrêté de me réveiller avec la mâchoire serrée. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Les week-ends sont revenus. Les cafés sont restés chauds. La lumière du matin sur le carrelage n'était plus une perte. Pour la première fois depuis presque 20 ans, mon agenda était à moi. Pas rempli de préparation de comités, de gestion de crise ou de correction silencieuse aux erreurs des autres. Juste du vide. Et dans ce vide, j'ai enfin compris. Ils ne m'ont pas évincée parce que j'étais faible ou encombrante. Ils m'ont écartée parce que je faisais tenir le tout. Parce que j'étais devenue la pièce qu'on ne pouvait ni maîtriser ni récompenser. Alors ils m'ont effacée. Mais voilà le secret. Être effacé ne veut pas dire disparaître. Ça veut juste dire qu'on devient impossible à manipuler.
Le colis est arrivé un jeudi. Pas d'expéditeur. Pas de mots. Juste une enveloppe matelassée, soigneusement scellée, avec mon nom écrit à la main, dans l'écriture de ma mère. À l'intérieur, un cadre photo. Le même qui trônait autrefois sur la console de l'accueil, dans les anciens bureaux de Delcourt Métal. Sur la photo, on était là, tous les quatre. Moi, Gérard, Madeleine et Julien. Devant l'entrepôt d'origine. Souriant. Comme si on avait tous construit ça ensemble. À l'époque, j'y croyais. Mais en regardant de plus près, j'ai vu ce que je n'avais jamais remarqué. Le coin du cadre était ébréché. Une fine fissure traversait la vitre. Juste au niveau de mon visage. Pas brisé. Pas cassé net. Juste une trace du temps. Comme si le passé lui-même m'avait effacé en douceur. Je n'ai pas recollé. Je ne l'ai pas accroché. Je ne l'ai même pas posé sur mon bureau. Je l'ai glissé dans un tiroir. Et j'ai refermé. Sans un bruit. En même temps, j'ai refermé la dernière porte encore entr'ouverte. Sans colère. Sans besoin d'explication. Ils avaient te dit « Tu es dehors ». Et j'avais répondu « Bien compris ». C'était suffisant. Parfois, le dernier mot, ce n'est pas une phrase. C'est une décision. Ce que tu choisis de ne pas dire.